Bonjour Michel, alors on voulait continuer nos entretiens, notamment sur ces publications orales qui ont pris différentes alternatives par rapport à l'écrit. Donc on voulait présenter notamment un des grands travaux sur complément de nom. Donc voilà, comment complément de nom est né dans ses différentes formes. Voilà, alors j'ai porté une attention au support de texte. Donc dès le début, j'ai refusé de publier. Et au début, j'ai parlé de hors-texte, que j'en faisais des lectures. Et ensuite, j'ai adopté le nom de publication orale. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il n'y avait pas de traces papier, disons. Enfin, sinon, c'est quand même souvent sur un support papier, évidemment. Mais je veux dire, pas de traces reproductibles, comme dans le livre. Et j'ai cherché, surtout en 1980, donc c'était déjà, j'ai commencé ce texte fin 72, j'ai commencé à le lire en 73 à la radio d'abord, ensuite à la Biennale de Paris, et j'ai fait quelques lectures publiques au fur et à mesure, surtout à partir de 1975, et au moment où j'ai rencontré tous les poètes sonores, mais ça je crois en avoir parlé aussi dans notre premier entretien. Et j'ai cherché à diffuser mes textes sur des supports existants, préexistants on peut dire, et qui avaient en même temps un côté éphémère, comme je souhaitais que soit diffusé mon texte. Et donc, en 1980, j'ai décidé d'être publiée par la Banque de France. Je trouvais que c'était un organisme suffisamment crédible et sérieux pour publier de la poésie. Et j'ai donc choisi, alors j'ai fait une série qui s'appelle Émission, et j'ai choisi d'inscrire un vers de complément de nom sur un billet de banque, et ensuite d'aller payer avec ce billet quelque chose. Voilà. Et alors, le jeu, évidemment, c'était que la personne qui recevait le billet pose la question de dire où lit ce qui était écrit. Enfin, elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, normalement, selon les règles dictées par la Banque de France, il est interdit d'écrire sur les billets, ou du moins ces billets ne sont pas laissés en circulation, c'est-à-dire qu'ils sont pilonnés. J'ai donc été à la fois publié par la Banque de France et pilonné par la Banque de France, qui était quand même... Dès qu'il est récupéré, il est pilonné. Voilà, alors ce que je regrette, eh bien, j'ai écrit tous les détails, mais je n'ai pas photographié les billets à l'époque. Mais par exemple, le 26 mars 1980, j'avais pris un billet de 100 francs de la Banque de France. Alors, j'ai son numéro 0309 28 42 88 413. Je l'avais donné au guichet 17 de la gare d'Austerlitz. Et j'avais copié dessus le premier vers, c'est-à-dire le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube. Il a été accepté. Et alors, il a été accepté, et j'ai marqué vers lu à haute voix, c'est-à-dire que le guichetier ou la guichetière ont dû se dire qu'est-ce que... Alors, généralement, on me disait, mais il y a quelque chose d'écrit. Alors, je faisais l'idiote, je disais, ah bon, qu'est-ce qui est marqué? Et donc, les gens lisaient le texte qui était marqué, évidemment. Et donc, c'était une première forme de la publication orale. Alors j'ai fait ça aussi, j'étais allée cette année-là au Canada, donc j'en ai fait au Canada, j'en ai fait en Italie aussi. Dans les monnaies locales. Bien sûr, voilà, à chaque fois dans la monnaie locale, et à chaque fois je l'ai recopié, Banque du Canada, 10 $, 1 $, etc. Et donc toujours le même processus de faire lire ce qui était marqué, pareil en Italie, à Florence, à Pise, dans différentes villes, et j'ai noté ça. Je regrette aujourd'hui de ne pas les avoir photographiés. C'était quasiment des ready-made. Voilà, c'était un petit peu du... Bon, alors il y avait par exemple la crèmerie de la rue des Martyrs, la charcuterie lyonnaise aussi rue des Martyrs. Donc il y avait comme ça tout un tas de commerçants, de proximité. Et alors une fois j'ai eu un commentaire, je pense que c'était à la Poste, où la personne, la guichetière avait lu, et après elle avait dit mais ça n'a aucun sens. Elle avait été extrêmement sévère. La poésie a un sens. Voilà. Donc ça c'était... Et alors sur ma lancée, bon j'ai pas continué très longtemps puisque ça a duré pendant 6 mois à peu près. Ensuite, sur ma lancée de la publication très très officielle par les grands organismes, eh bien j'ai été publiée par le journal officiel. Donc pour être publié par le journal officiel, il suffit de créer une association. Et donc, on avait créé avec Louis Roquin
aussi en 1980, en mars 80, donc ça a été à peu près tout ça à la même époque. L'association de l'auditeur de la sonorité du sémantisme du substantif du poème. Donc il y a les 6 unités qui caractérisent le complément de nom. Et donc Louis Roquin était président, bien évidemment. Et alors à l'époque, on allait déposer, il fallait acheter un registre et qui était tamponné à chaque fois avec le bureau des associations de la préfecture de police de Paris. Et cette fois-là, donc on avait fait déjà pas mal d'associations parce que on en offrait à nos amis. Alors on donnait des intitulés un peu divers. On en avait offert à Julien Blaine, on avait offert à Jean-François Bourri, bon, à plusieurs personnes. Et cette association a été retoquée et on a été convoqué à la préfecture de police. Et donc on ne comprenait pas pourquoi. Donc on s'est présenté tout penaud au bureau. Et là, quelqu'un nous a dit, au secrétariat du préfet, nous a dit, mais les associations subversives sont interdites. On dit subversif, pourquoi subversif? Eh bien, elle dit, mais c'était marqué. Et c'est le mot substantif qui n'avait pas été compris et qui a été confondu avec le mot subvertif. Et donc ça a été retoqué. Et alors donc là j'ai expliqué ce qu'était un substantif, mais j'ai dit mais si, mais vous savez, et donc on est repassé dans la commission et là ça a été dûment tamponné et voilà, registre des notifications a été vu et registré et signé par le préfet de police de Paris. C'était la publication dans le journal officiel. Alors donc après on a la publication au journal officiel et le vers est publié. Et c'est intéressant de voir aussi les gens parmi lesquels on se trouve. Il y a toute la liste à chaque fois des associations qui ont été créées pour une période. Voilà. Et donc ça c'est très amusant quoi. Enfin je veux dire c'est voilà, ça a été les grandes publications officielles parce que je me disais bon maintenant publié par la Banque de France, publié par le journal officiel. Au diable les éditeurs. Il n'y a plus rien à attendre de l'édition. Tout est dit, tout est fait. Alors après, j'ai cherché. Non, c'était avant finalement. Ça, c'était 80. Voilà, les toutes premières publications. L'image donc de ce poème qui est parti au bord du Danube de la traduction d'un mot allemand, le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à vapeur du Danube, qui ne contient donc que 6 substantifs, a été le début d'une longue modulation d'un poème infini et qui s'écoule à travers les langues, à travers les patois, les dialectes, qui est vraiment une exploration du langage et qui est a priori sans fin, qui pourrait être continué après ma mort. Je veux dire, j'imagine que c'est une sorte... Maintenant, il pourrait être continué évidemment de façon très efficace par l'intelligence artificielle. C'est peut-être l'aboutissement de ce texte, c'est d'aller vers l'intelligence artificielle. Pour générer automatiquement. Il n'empêche que moi, ça m'a beaucoup intéressé de collectionner les dictionnaires et d'aller voir dans différentes langues, des langues inventées comme l'espéranto, d'aller voir dans différents patois, dans des langues techniques, etc. Parce que ça, c'était un enrichissement personnel, c'était une aventure extraordinaire. Et ça l'est toujours quand je tombe sur des dictionnaires ou de faire un passage en ancien français. Donc c'est vraiment se pencher au cœur de la langue. Alors bien sûr, une machine pourra le faire. Et d'ailleurs, dans les années 90 ou quelque chose comme ça, j'avais demandé à Jacques Roubaud alors si je pouvais enfin s'il était possible d'inventer un programme justement qui puisse entrer des vers de manière automatique quoi. Il avait un petit peu cherché et ça paraissait très complexe. En fait c'est l'intelligence artificielle quoi. Peut-être Jean-Pierre Balp avec son générateur automatique. Alors depuis il y a eu des choses à l'époque. Roubaud me parlait de Pierre Luçon, je crois, de contacter Pierre Luçon. Voilà, mais je m'étais préoccupée de savoir si ça pouvait être fait aussi automatiquement. Mais je veux dire, la jouissance est telle de découvrir des mots nouveaux, de se les passer dans la bouche finalement, comme je dis, de les mâchouiller, de les répéter, que pour l'instant je ne délègue pas encore à l'intelligence artificielle. Et les 6 premières unités qu'il est là. La matrice, oui. Et comment tu les choisis selon la thématique? Alors ça dépend. Il peut y avoir une introduction de mots qui se fasse. Je considère le mot sous 3 aspects. Alors son aspect sémantique est le plus évident. Évidemment son aspect phonétique qui est aussi, bon, est-ce qu'il va rimer avec un autre nom? Est-ce qu'il est constitué de voyelles, de syllabes? Et donc son aspect morphologique, c'est-à-dire le nombre de lettres qui le composent. J'ai des passages par exemple qui sont en mots monosyllabiques. Donc qui à la lecture vont
insuffler un rythme très particulier et très rapide et qui peut être très cassé d'une certaine façon, enfin très abrupt comme ça, ou on a du toutes les 2 syllabes quoi, qui réapparaissent, ou bien de là. J'ai fait des passages comme ça en monosyllabe masculin uniquement. Donc il y a quelque chose de très rapide et d'un débit très particulier. Donc un mot est introduit toujours selon d'un de ces 3 critères. Donc on bascule dans des passages purement phonétiques qui exacerbent, disons, des particularités de la langue. En même temps, des figures de rhétorique qui étaient employées toujours en poésie. J'ai beaucoup réutilisé toutes les figures de rhétorique, bon, si ce n'est que l'allitération, l'assonance, toutes ces formes-là existent depuis que la poésie existe, hein. Donc la rime aussi. Mais d'un seul coup, quand c'est dans une autre structure, et quand il y a cette accumulation, il y a une exacerbation. Donc on perçoit autre chose et on perçoit des sortes de phénomènes secondaires dans la langue. C'était ça. Alors dès le début, j'ai refusé de publier. Pourquoi? Parce que voilà, je suis la génération mai 68, la génération de l'international situationniste. Il fallait inventer de nouveaux modes de diffusion du texte. Il fallait rompre un peu avec l'académisme. Hein. C'était avant aussi l'arrivée de Jack Lang et le budget faramineux de la culture et tous ces lieux qui se sont créés. Oui, c'était tout à fait une autre époque, mais époque bénie en tous les cas, puisque ça a tout de même permis une diffusion de la culture contemporaine assez efficace. Et alors donc, avant, à cette époque-là, j'avais choisi aussi d'écrire sur d'autres supports que les supports institutionnels qui étaient la Banque de France et le journal officiel. Et j'avais choisi quelque chose de complètement désuet. J'achetais des rouleaux de papier peint qui étaient soldés chez des marchands parce que c'était les anciens papiers peints très fragiles qui étaient réellement du papier. Et donc, il y avait des décors qui étaient complètement un peu ringards, qui étaient plus du tout à la mode à l'époque. J'en avais avec des petits bateaux, avec un genre de toile de Jouy ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai commencé à écrire dessus et j'ai vraiment carrément appelé ça édition de luxe pour m'amuser. Et donc je voulais lire, donc j'ai numéroté les vers et en fait à la lecture, parce que l'idée c'était de lire en public à partir de ce rouleau, mais c'était très fragile. Voilà, c'est un papier qui ne se prêtait pas à être roulé, déroulé. Ils étaient déjà anciens, ils avaient déjà un peu jauni, ils se cassent. Donc, c'était pas très efficace. J'en ai qui se sont déchirés. Après, j'en ai coupé des morceaux et que j'ai offert à des amis. Et je me suis aperçue que c'était pas tout à fait la solution. Alors, comme je faisais de plus en plus de lecture publique, j'ai choisi un autre support de texte. Et j'ai commencé à dactylographier mon texte au format paysage avec une machine à écrire voilà, standard, pas très large. Et j'ai glissé les pochettes, j'ai glissé les feuilles dans des pochettes plastiques, des pochettes cristal, ce qui me permettait de tourner les pages sans faire de bruit. Ça ne s'entendait pas dans le micro. Et surtout de superposer ce que j'ai appelé mes grilles de lecture, qui pouvaient varier d'un texte à l'autre. Enfin, qui variait, c'était pas qui pouvait, c'est qui variait. Et donc, c'était collé comme ça sur la pochette. Donc après, si j'appliquais une autre grille de lecture, il me suffisait soit de décoller l'étiquette, soit de changer de pochette cristal. Donc ça avait un côté très pratique. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Je dois avoir à peu près 15 000 vers comme ça répartis dans des classeurs. Et j'ai lu très longtemps comme ça. Alors à cette époque-là, je lisais assise, puisque le classeur était posé. Et voilà, et je glissais la feuille comme ça passait doucement sous le micro. Mais j'avais toujours gardé l'image du rouleau, puisqu'évidemment, comme le poème est parti de l'image du fleuve et du Danube tout particulièrement, l'idée du rouleau a continué à m'obséder. Et donc, à un moment donné, j'ai pu avoir une machine avec un chariot plus large. Et donc, j'ai commencé à tailler des rouleaux de papier que j'ai fait passer dans la machine à écrire. Et j'ai fait des premiers rouleaux tapuscrits. Alors, voici un rouleau tapuscrit. Alors, le papier n'est pas très épais. Alors, le public
le voit évidemment à l'envers, mais on a cette idée du flux, de la continuité du texte, évidemment. Donc ça se déroule, et ce qui m'intéresse, c'est, surtout par rapport au classeur, c'est qu'on voyait le texte se dérouler, on avait vraiment l'intégralité, alors que dans le classeur, on a seulement une page qui se tourne. On n'a pas cet effet d'accumulation. Et là, on a vraiment le déroulement, ça inscrit le texte à la fois dans l'espace et dans le temps. Hein, puisque des lectures qui duraient... j'ai fait des lectures d'1 heure souvent. Donc une lecture d'1 heure, on voit comme ça beaucoup de papier qui s'accumule, qui descend. Voilà. Alors au début... c'est la réaction du public, c'est une surprise. Oui, bah c'est sûr qu'il y a un effet de surprise et qui est inhabituel. Donc il y a déjà un côté esthétique qui retient les gens. Après, il y avait le poème lui-même qui était difficile. Ça n'avait rien à voir avec la poésie. Énoncer des compléments de noms comme ça, voilà, qui changeaient, où on introduisait un nouveau mot à chaque vers. C'était assez déconcertant par rapport à l'atmosphère poétique ambiante. Alors aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a plus besoin d'expliquer ce texte. Bon, pendant des décennies, j'ai été obligée d'expliquer le point de départ et tout ça. Aujourd'hui, je peux lire ce texte, même si les gens ne savent pas d'où... L'autre jour, par exemple, j'ai eu dans le public un monsieur d'origine allemande qui est venu me voir à la fin, qui était complètement enthousiaste, et ça lui parlait. Et il me dit, mais ça me rappelle, et je lui dis tout de suite, Donau, Darmschiffertsgesellschaftskapitän, il a éclaté de rire, je dis, mais ça vient de là. Et donc, de lui-même, entendant le texte en français, il a tout de suite pensé à ça, parce qu'en Allemagne, c'est un jeu pour les enfants. Sinon que ça compose un seul mot, et pas les compléments de nom à 6 unités. Mais, je veux dire, il avait tout de suite saisi l'origine du poème, alors qu'il l'entendait pour la première fois et qu'il n'y avait pas eu de présentation. Donc ça, c'était amusant. Alors donc, j'ai fait ces textes, ces rouleaux tapuscrits. Alors j'en ai fait aussi pour illustrer, puisque j'ai écrit aussi 2888 vers, qui est la longueur du Danube, 2888 vers en allemand, qui ont été publiés aussi depuis. Et j'ai fait un rouleau tapuscrit. Alors celui-ci, j'avais fait pour une tournée à Vienne, à Linz, dans plusieurs villes d'Autriche. Et celui-ci est un support de papier à dessin bleu. C'est vrai qu'on filme en noir et blanc, mais il est bien bleu. Ah oui, pardon, c'est vrai, on est en noir et blanc, j'avais oublié qu'on était en noir et blanc. Enfin voilà, bref, celui-ci est bleu. Donc là, je me souviens, il y a une photo par exemple d'une lecture à Vienne, ça devait être à l'Institut français, dans un palais viennois où était situé l'Institut français à l'époque. Et donc ça se déroule parce que ça bouge tout seul. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une autonomie du rouleau. Bon, je le déroule, ça s'accumule, quelquefois ça se plie, quelquefois ça part en avant tout seul, ça roule. Si je suis sur une estrade, ça déborde de l'estrade, ça tombe, ça va vers le public. Donc il y a cette autonomie du texte que je trouve aussi amusante. Et puis est arrivé un jour où évidemment, avec la technologie, j'avais une machine à écrire à large chariot et que je rechargeais avec l'encre était sur un ruban qui était dans une cassette. On changeait la cassette, on pouvait même changer, il y avait ce qu'on appelait des marguerites avec différentes polices de caractères. Donc c'était très pratique, mais évidemment, avec la technologie, eh bien, les machines à écrire sont tombées en désuétude, remplacées par l'ordinateur. Donc, je n'ai plus trouvé de cassette. J'avais fait un stock et puis, à un moment donné, il n'y avait plus de cassette. Alors, donc, j'avais un peu suivi comme ça l'évolution de la technologie, mais là, j'étais pas contente parce qu'avec l'ordinateur sur une imprimante, c'est pas facile d'avoir une imprimante à rouleau. Il fallait une grande imprimante. Je ne sais même pas si ça existait vraiment à l'époque. Enfin, c'était compliqué. Où il fallait donner ça chez un tireur de plans. Enfin, c'était... Et donc, entre-temps, j'avais commencé l'apprentissage du chinois et j'avais travaillé la calligraphie. Pour moi, pour un apprentissage comme ça. Voilà. Et donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais refaire des manuscrits. Je vais travailler au pinceau et à l'encre de Chine. Et finalement, je me suis aperçue... Bon, je savais très bien qu'en faisant de la calligraphie, jamais je ne pourrais faire quelque chose, puisqu'il aurait fallu que j'écrive en chinois, que je calligraphie des textes. Bon, je suis un poète français, j'avais aucune chance de faire comprendre ce que je faisais en chinois, ou avec la calligraphie, ou en faisant des signes, etc., dessinant des signes. Alors, donc, j'ai utilisé le pinceau, l'encre de Chine, et là, j'ai acheté des papiers à dessin beaucoup plus forts, du 200 grammes, bien résistant.
Et peu à peu, j'ai eu l'idée. Au début, j'ai travaillé, on en parlera dans un gigantexte, avec les lettres, ce qu'on appelle les lettres pochoirs. C'était aussi un instrument de travail que j'aimais beaucoup, parce que c'est industriel, enfin, ça servait à tamponner, à marquer les adresses ou à marquer les contenus sur les caisses d'expédition. Et les plaques d'immatriculation. Voilà, oui, et on utilise une encre, une sorte de pâte spéciale qui est résistante à la pluie, et on travaille comme ça avec un pochoir. Et donc j'ai acheté toute la série, les différentes tailles, j'ai écrit des textes avec ces lettres-là, et je les ai introduites aussi dans les rouleaux, pour en donner le titre, par exemple. Et j'ai développé, puisqu'on voit bien même dans ce rouleau tapuscrit, celui-ci, bon, il est juste tapuscrit, il y a juste le texte, mais le public voit la trace, hein, comme on verrait la trace d'un fleuve sur une carte, évidemment. Mais rien n'est lisible pour lui parce que c'est trop petit, et surtout parce que c'est à l'envers. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette situation. Faire des publications orales, ça veut dire se mettre face à un public. Mais c'est pas simplement se montrer, je veux dire, c'est pas ça la question. La question, c'est d'avoir une interaction, ça a un sens. Il faut donc entrer en interaction avec le public. Et peu à peu, ces rouleaux calligraphiés, j'ai introduit des sortes, je les appelle, bon, par référence au Moyen-Âge, des rouleaux enluminés. Le titre est un peu pompeux, évidemment. Mais j'ai introduit des insertions visuelles qui sont destinées au public. Et ce sont des rouleaux à double lecture. C'est-à-dire, il y a le sens de lecture du texte pour moi, et pour le public, il y a ces sortes, j'aime pas beaucoup le mot d'illustration, mais enfin employons ce terme, d'images, de signes, qui sont destinés au public, qui sont à l'envers pour moi, et qui sont à l'endroit pour le public. Et je trouve que ça illustre réellement le rapport de ce qui doit se passer, parce que dans une publication orale, je veux dire, le public réagit à la lecture du texte. Il y a quelque chose, on a un retour, hein, de la part du public. Le silence qui se fait, par exemple, quand je commence par des chuchotements, ou juste par des bruits de bouche devant le micro pour retrouver l'émergence du son. Hein, juste ces petits, comme ça, ces tout petits bruits avant de prononcer un mot, de faire un crescendo très très lent, etc. Ça crée une tension pour le public. Et moi, je le perçois en retour. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte d'interaction, il y a un aller-retour sans cesse. Et donc, ces rouleaux à double lecture illustrent finalement cette configuration de la lecture. Et ça, c'est très très important pour moi. Et alors donc, je peux montrer un rouleau. Alors celui-ci avec le Donau, bien sûr, qui est le nom du Danube, dans un coffret bleu. Alors c'est un petit peu comme on conserve les peintures en Chine et au Japon, hein. Et donc on a le rouleau à l'intérieur qui est lui-même dans un... Alors là, le tissu est bleu, mais souvent, on va le voir avec l'autre, j'utilise les tissus japonais qu'on appelle les furoshiki, dans lesquels on emballe habituellement des livres, enfin des tas de choses, ça sert pour tout. Donc quand j'arrive sur scène, je suis debout, je déplie le texte, il y a quelque chose comme ça. Alors là, c'est vraiment sur le Danube, et c'était un passage qui est dédié à Bernard Haitzik, que j'ai dû lire au Centre Pompidou pour sa mort, à l'occasion d'une soirée d'hommage. Et donc, là, les insertions peintes, ce sont des panneaux, des enseignes que j'ai photographiées dans différentes villes au bord du Danube, à Linz, à Vienne, à Budapest aussi. Et donc, j'avais choisi un passage de 1196, mais enfin, un passage qui contient les dates de naissance, enfin les dates de vie de Bernard Haitzik. Donc ça doit être 1924 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et donc il y a voilà, ces insertions qui permettent aussi d'écrire par-dessus. Ça, c'est un panneau de navigation. J'ai repris les panneaux de navigation aussi pour les passages. Ça, c'est voilà, la ville de Linz, à chaque fois, et qui indique de quel côté il faut passer quand il y a un pont. Enfin, voilà, tout ça, c'est le haut fond, par exemple. Et donc, le public, ça, c'est un barrage. Voilà, il y a une indication kilométrique. Quelquefois, je donne une feuille. Il y a une feuille de salle qui est distribuée. Ça, c'est ce qu'on appelle les épis qui sont mis à bâbord, à tribord. Enfin,
non, c'est pas bâbord, tribord, c'est droite et gauche, il n'y a pas bâbord, c'est en mer. Sur un fleuve, il n'y a pas bâbord et tribord, mais bon, peu importe. Ça, c'était une centrale nucléaire qui était en construction au bord du Danube et que les militants écologistes ont réussi à faire annuler. Et par exemple, ici, j'ai marqué en filigrane kilomètre 1950, ça c'est ma date de naissance, parce que quand je fais des lectures en allemand à Linz, à Vienne, etc., il y a toujours des gens dans le public qui viennent me voir à la fin, qui me disent « Moi, je suis né au kilomètre 1964 ». C'est très, très important pour eux. Le Danube est tellement mythique, et donc ils savent à quel... voilà. Ça, c'était un logo, par exemple, à Linz, pour un circuit de randonnée, donc entre les montagnes et le Danube. Et donc j'aime bien récupérer comme ça tous ces signaux visuels, parce qu'en même temps, bon, c'est de la couleur, mais c'est aussi c'est du sens qui est inscrit dans le paysage. C'est-à-dire qu'ils ont une signification, ils s'expriment vraiment, on les exprime par des mots, c'est pas seulement un logo de couleur comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que je les regarde toujours. Alors là, bon, ben, on est passé en Hongrie, c'est Dunav. Voilà. Et donc, par exemple, il y a ici quelque chose qui dure. Alors, c'est assez long de faire ce genre de rouleau, parce qu'évidemment, il faut écrire le texte qui est donc au pinceau à l'encre de Chine. Et quand à un moment donné, je fais une insertion graphique, donc là, ben, je m'arrête ici, je commence par peindre. Généralement, il faut 2 couches, il faut le temps que ça sèche, il faut faire au moins 2 couches. Et après, j'écris le texte qui passe par-dessus. Et tu choisis à un moment donné de mettre un voilà. signe. Voilà, quelquefois, je le prévois un petit peu à l'avance, mais bon, là, je m'étais limitée, je savais que j'avais les... Bon, là, par exemple, j'ai mis le nom du Danube parce que c'est intéressant, il traverse 8 pays, le Danube. Donc, il a 8 langues, enfin, il y en a des communes. Mais, et là, il sert de frontière, au milieu du Danube, il sert de frontière avec la Roumanie. Et donc... Voilà, Et ton écriture manuscrite que tu as choisi de faire en calligraphie en langue de Chine, c'est pas ton écriture de tous les jours? Non, c'est des lettres bâtons, parce que finalement, la calligraphie, c'est du trait. Donc je me rapproche au maximum voilà, d'avoir à travers la lettre bâton, de tracer des traits. Qui est un signe aussi, finalement. Voilà, absolument. Voilà, alors ça, c'est un exemple de rouleau sur le Danube. Alors j'ai un autre texte avec, maintenant je fais de plus en plus d'insertions, et d'insertions qui sont réellement en rapport avec le texte, pour cette raison aussi. Donc je suis tout à fait passionnée par les panneaux de signalisation de toutes sortes, que ce soit pour là c'était un exemple avec la navigation fluviale, mais il y a aussi, évidemment, pour la circulation routière, tous ces panneaux qu'on voit. Alors, quelques-uns sont très explicites, comme le stop, mais par exemple, le point d'exclamation qui signifie attention, qui prévient d'un danger, je trouve formidable, puisque, bon, on en parlera peut-être, mais j'ai fait toute la suite, tous les points de ponctuation, tous les signes de ponctuation sous la forme de panneaux de signalisation, justement dans un gigantexte. Mais voilà, tout de suite, dès que je vois un panneau, et il y en a des nouveaux, quelquefois quand on va dans un autre pays aussi, ils sont différents, donc j'adore photographier ça. Et certains sont endémiques. Et les reproduire. Alors il y a un autre type de rouleau, celui-ci est justement dans un furoshiki japonais, donc j'en fais provision quand je vais au Japon. Donc c'est ces tissus qui sont justement adaptés pour emballer toutes sortes de choses dont on a besoin. Alors ce que je fais de plus en plus, ce sont des rouleaux dédiés. Bon, celui que je viens de montrer, Donau, qui était pour une lecture pour Bernard Heitzig, donc j'avais choisi les vers qui correspondaient à cette date de naissance et cette date de mort pour cette lecture. Et là, c'est le dernier rouleau que j'ai fait très récemment pour une lecture à l'occasion de la sortie d'un livre, Ut Musica Poesis, qui a été initié par Nathalie Cobb et Amandine Moussou. Et il y avait une lecture dans une librairie parisienne au Mont-en-l'Air, organisée par l'éditeur Macula. Et donc, comme il est question de la lettre aussi, j'ai commencé à partir toujours de mes lettres pochoirs, à les déstructurer. Mais si on regarde attentivement,
on commence à voir, donc il y a tous ces morceaux de lettres, hein, ces fragments de lettres, et puis on reconnaît vaguement un A, on reconnaît un E, un I qui est plus évident, un O et un U. Et ces lettres qui sont en couleur, ce sont les voyelles dans les couleurs du sonnet des voyelles de Rimbaud. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça, des petites choses. Alors je ne sais pas ce qu'en perçoit le public, mais je veux dire, pour moi ça a un sens. Je veux dire, je fais ça et voilà. Et donc la dernière c'est la Z, et donc il y a la bouche grande ouverte et il y a le texte qui se déroule. Alors là, et ça commence par la langue, le bout de la langue, mais tout ça je le dis très chuchoté, le mot du bout de la langue, la lettre du mot du bout de la langue, l'alphabet de la lettre du mot du bout de la langue, l'ordre de l'alphabet de la lettre du mot du bout de la langue, le maintien de l'ordre de l'alphabet de la lettre du mot du bout, le dispositif du maintien de l'ordre de l'alphabet de la lettre du mot, la police du dispositif du maintien de l'ordre de l'alphabet de la lettre. Donc on voit là le principe de la modulation. C'est-à-dire qu'on a un mot d'un seul coup, on a l'alphabet, on a l'ordre alphabétique, donc puisque je n'ai que des substantifs, je ne dis pas alphabétique, mais je dis l'ordre de l'alphabet, mais on comprend bien sûr que c'est l'ordre alphabétique. Et d'un seul coup, comme il y a ordre, ça rappelle le maintien de l'ordre. Et d'un seul coup, on bascule dans un truc avec la police, le CRS, et voilà. Et donc, tout est en modulation dans ce texte comme ça, avec des mots charnières qui ont un sens propre, un sens figuré. Voilà. Tous ces sens sont... référencés dans les dictionnaires, recensés, référencés dans les dictionnaires. Et on verra que c'est aussi ce dont je me sers dans un autre texte, qui sont les portraits robots. Alors ici, très vite, il y a l'enquête, la procédure, le code de procédure, et après ça bascule sur la route. Puisqu'on a le code de la route, on a un code de procédure, on a un code de la route. Donc on a ce mot charnière qui nous emmène vers deux champs sémantiques différents. Et à partir de là, j'introduis des panneaux de signalisation routière. Alors, bon, là, il y a un moment d'essence, donc il y a la pompe à essence. Alors là, par exemple, c'est l'ancien panneau, parce qu'il y a la zone bleue qui va apparaître. Non, c'est le ciel, pardon. Ça illustre le ciel. Et donc, j'ai reproduit le panneau zone bleue. Et ce qui était amusant, il n'existe plus celui-là, parce qu'il est réellement bleu, mais le panneau zone bleue était rouge. Parce qu'en fait, dans les panneaux, le rouge, c'est l'interdit, et le bleu, c'est le top. Et donc, j'ai trouvé pour le ciel, donc donc je m'amuse toute seule avec les codes, finalement. Hein, c'est au moment où apparaît le ciel dans le texte qu'on a la zone bleue qui n'a rien, évidemment, de bleu. Et dans ton travail de recherche, chaque mot, tu as ton dictionnaire à côté de toi, ou ça s'enchaîne automatiquement? Quelquefois, si je suis un petit peu à sec, comme ça, oui, ou quelquefois ça peut donner... je suis beaucoup dans les dictionnaires quand même, parce que je suis passionnée par les dictionnaires. Mais c'est vrai que ça peut donner une idée d'un enchaînement. Mais je ne fais pas mot à mot pour chaque mot, parce que ce serait beaucoup trop long, et puis ce serait... Bon, là, pour le coup, l'intelligence artificielle suffirait, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de chercher vraiment des points de bascule qui emmènent à l'opposé. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi que le récit ne s'installe jamais. On croit qu'on est parti, qu'on va raconter quelque chose, on est parti sur le... Puis paf, d'un seul coup, il y a une cassure et on va sur autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui surprend fortement. Voilà, et c'est l'instabilité continuelle du langage, quoi. Donc, quelque chose qui n'est pas fiable, finalement. La déstructuration de la langue. Voilà, et c'est quelque chose qui n'est pas fiable. Et là, j'ai vraiment porté à l'excès, pour cette lecture, justement, les enchaînements. Où, par exemple, là, j'ai la lèvre, bon, il y a une entaille, une plaie, etc., une victime, il y a le foyer de l'infection. Donc, j'en suis au foyer de l'infection, donc on commence à être vers un truc un peu glauque, quoi. On a l'impression qu'on va rentrer là-dedans et aller au bistouri. Et d'un seul coup, le grillon du foyer, la stridulation du grillon du foyer. Voilà, hop, on est... Donc, ça casse, on est... quelque chose... Toujours dans l'idée, on avait parlé lors du premier entretien, du mixage et du montage qui était pour toi important. Tu vois ce lien ou pas du tout par rapport Là, c'est surtout quelque chose, je pense, l'expression d'une défiance par rapport à la langue. On peut à la fois tout dire et puis on peut rien dire parce qu'on manipule la langue. Je veux dire, c'est un exemple de manipulation de la langue. Oui, il y a une arrière-pensée dans le montage parce qu'évidemment, d'un seul coup, il y a une sorte de tuilage. Ça, c'est très important et ça relève de la technique électroacoustique que j'applique, qui est l'effet de tuilage. Parce que là, quand je vais avoir comme ça l'infection de la lèvre, de la profondeur de l'entaille, de la plaie de la victime, le foyer de l'infection de la lèvre, de la profondeur de l'entaille, de la plaie,
le grillon du foyer de l'infection de la lèvre de la profondeur de l'entaille. La stridulation du grillon du foyer de l'infection de la lèvre de la profondeur. Et on voit bien que là j'ai un tuilage et puis peu à peu il y a un champ sémantique qui s'éloigne, il y a un nouveau qui entre. Et donc on a vraiment l'effet de tuilage, quoi. Voilà. Alors là, bah, par exemple, ça c'était passage à niveau. Il y a le wagon-lit, donc c'est le symbole. Je parle pas du passage à niveau, mais je parle le lit, du drap, du lin, du fil, de la trame. Bon là, c'était des mots. Non, c'est pas les mots monosyllabiques, mais enfin, ces deux-là l'étaient. Le wagon du lit, parce qu'on dit les wagons-lits, donc il y a aussi cette inversion du mot. C'est-à-dire, le lit, ça appelle le mot wagon, parce qu'on dit wagon-lit. Et donc, très souvent, les mots sont inversés. Et donc, il y a l'express, et puis l'orient de l'express, du wagon, du lit, du drap. Voilà. Et on part sur l'orient express. Donc on est toujours... Après, il y a le tapis, le motif du tapis. Voilà. Alors je cherche. Alors là, pourquoi ça? C'était le pôle, le cercle polaire. Donc voilà, c'était un cercle, évidemment. Alors ça, c'est la crue, le cataclysme, le dérèglement, la démesure, l'expansion, la vastitude. Donc j'ai reproduit 2 fois. Ça, c'est le symbole qu'on voit au bord des routes quand on traverse une rivière ou un fleuve. Et il y a le nom qui est inscrit en dessous. Donc ce sont les vagues, je l'ai repris. Mais là, je l'ai doublé, ça fait tout le rouleau, puisqu'on est dans un... Ça parle de crue et de débordement et d'inondation, de cataclysme, etc. Et les modulations et le rythme que tu mets, on en a parlé tout à l'heure. Alors, quelquefois, là, c'est libre. Quelquefois, c'est imposé par une grille de lecture que je me fixe. Voilà. Alors ça, je l'ai beaucoup pratiqué avec des sources très, très différentes. Par exemple, je l'avais fait sur des données météorologiques, quand j'allais lire dans une ville en particulier. Je l'avais fait, par exemple, une lecture à Avignon. Donc, j'avais pris les relevés météorologiques d'une année à Avignon. La vitesse du vent me donnait les débits de lecture. Les températures donnaient le caractère, disons, si c'était enjoué, si c'était froid, si c'était, etc., d'une voix froide. Et puis, la pression me donnait si c'était pianissimo, si c'était modulé, si c'était fortissimo, etc. Donc, haute pression, bah, c'est fortissimo, et voilà, basse pression, c'est chuchoté. Voilà, c'est très simple, mais je transcris ces grilles de lecture. Donc là, j'avais pris sur 12 mois, donc j'avais... Alors, bon, quand on est invité à une lecture, on sait qu'on doit lire une demi-heure. Bon, là, pour ce cas-là, c'était une lecture assez longue. Donc il faut quand même que ce soit assez long pour appliquer 12 séquences, les 12 mois de l'année. Donc je divise le texte en 12 séquences et à chaque fois je fais une petite grille. Donc je fais carrément des courbes, je fais des choses enfin sur du papier millimétré et je retranscris ça. Bon, j'ai fait ça à une époque, je le fais moins aujourd'hui. Donc on est sur un poème à 3 niveaux. Il y a le visuel, oui. Il y a le sémantique et puis il y a voilà. le sonore. Et puis ce que j'aime bien, il y a ce côté... Alors je dois dire peut-être que les grilles de lecture aujourd'hui, que j'ai beaucoup pratiquées, notamment quand le texte était tapuscrit dans des classeurs, je veux dire il est compensé aujourd'hui par les images, je pense. Donc j'ai abandonné peut-être ce côté systématique de la grille de lecture au profit des images peintes. Ça, c'est possible. Je m'en aperçois là en me disant, mais je crois qu'il y a quelque chose dans cette relation voilà, au texte. Et alors, ça se termine, puisque le livre dont on a parlé... Alors, voilà, par exemple, ici, le Gave, par exemple. J'ai le cours de l'eau, du flux, du cours, du Gave, de l'inondation. Le val du cours, de l'eau, du flux, du cours, du Gave. Le pré, du val, du cours, de l'eau, du flux, du cours. Là, j'ai des monosyllabes masculins qui s'enchaînent comme ça. Donc, le rythme fait qu'on perd le sens, finalement. Et ça ne crée plus qu'un vague à l'autre sens. De temps en temps, on chope un mot comme ça. Et ça m'intéresse beaucoup, quoi, de pousser, de faire ressortir des effets secondaires à travers la lecture, des effets rythmiques, entre autres des effets de timbre, par le travail aussi avec le micro, et qui naissent de la langue, simplement de la profération de la langue, sans chant. Je veux dire, c'est simplement de la lecture parlée. Mais il y a ces effets secondaires et ça éloigne d'un seul coup. Est-ce qu'on est dans le sens de où est-ce qu'on va, quoi, je veux dire, de se perdre. Et alors donc ce livre dont on a parlé, Ut Musica Poesis, a été publié par l'éditeur Macula. Et Macula, c'est évidemment la macula de l'œil, qui est une tache jaune, hein, qui est une maladie. Et donc là, après mon passage en monosyllabe,
j'ai introduit la vue, qui est aussi monosyllabique, après le point de la vue. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. On dit le point de vue, le complément de nom existe, mais le point de la vue, on est un petit peu en un effet de distorsion. Hein. L'œil du point de la vue du pré du val du gour, la tache de l'œil du point de la vue du pré du val, le jaune de la tache de l'œil du point de la vue du pré, la macula du jaune de la tache de l'œil du point de la vue. Et c'est donc le dernier mot. Et là, eh bien, c'est le symbole du point de vue qu'on voit, mais au lieu d'être tout noir comme il est d'habitude, j'ai fait la tache en jaune. Voilà, donc j'ai un petit peu transformé le poème. Voilà. Et ça, c'est des choses que je trouve comme ça, c'est presque improvisé, quoi. Enfin, je veux dire, bon, je savais que je mettrais ce signe-là à la fin. Bon, macula, c'était pas innocent d'avoir introduit le mot, évidemment, donc tout de suite j'ai pensé au signal de point de vue. Et puis après, en arrivant là, j'ai dit, mais le rond, il faut que je le fasse jaune, évidemment. Alors, il y a une extension du rouleau, puisqu'il n'y a pas que complément de nom qui est sur rouleau, il y a aussi un texte qui est consacré à un voyage en Chine, le paysage après Wang Wei, et qui est en 20 vues. Et Wang Wei était peintre, il a fait des grandes fresques et il a fait des peintures sur rouleau notamment. Donc il était légitime, si je puis dire, que j'inscrive aussi le texte sur un rouleau. Alors il est publié aux éditions Lanskin, mais avant d'être publié, je fais très très souvent, même pendant des années, vraiment très longtemps, j'ai regardé pour un autre texte, il s'est passé plus de 10 ans entre le moment où je le lisais et le moment où j'ai eu l'idée de le proposer et de le publier. Alors donc, je l'ai lu aussi. Alors là, les insertions peintes, ce sont des caractères chinois. Et alors là, que je reproduis d'après de grands... ça veut dire les plaques d'immatriculation Chepai en chinois. Et donc c'est le même principe. Alors là, je distribue dans ces cas-là aussi une feuille d'explication publique, voilà, en disant ce qu'il y a sur le rouleau. Alors en fait là, c'est une série de 3 mots. Ça fait un peu ce que ça veut, les rouleaux. Ce sont 3 mots, des variations calligraphiques. En plus, en calligraphie chinoise, c'est un très beau style qui est pas lisible, qui n'est pas fait pour être lu, mais qui est surtout intéressant pour son rythme, qu'on appelle l'écriture d'herbe. Donc les traits sont vraiment très, on verra par rapport à l'autre rouleau. Voilà, et donc il y a les 3 mots qui reviennent très souvent, qui sont au centre. Il y a le véhicule, il y a la pluie et le son. Donc ces 3 mots qui apparaissent dans des variations calligraphiques. Et là, le rouge, c'est du... Alors le rouge, c'est le rouge des sceaux chinois. Quand on fait une calligraphie, on met on met après un sceau avec une cire spéciale. Donc puis le rouge, c'est le rouge chinois, je veux dire, c'est très, très, très emblématique de la Chine. Et alors ça doit être le chapitre 3. Et ça, un autre chapitre très différent. Alors là, j'ai aussi pris des plaques de rue, reproduit des plaques de rue, donc ils ont même des largeurs différentes. Et c'est dans la ville de Xi'an. Alors ça, j'ai carrément recopié Dong Tajie, c'est Avenue de l'Est, qui donne le titre au chapitre. Et je me suis amusée même. Alors là, il y a vraiment que les Chinois qui peuvent, ou les gens qui parlent chinois évidemment, qui peuvent comprendre, mais enfin je le décris dans mon explication. Xi'an, ça c'est le nom actuel. Et Xi, ça veut dire l'Ouest, hein, la paix de l'Ouest, puisque c'était une région où il y avait des tribus qui ont pas mal posé de problèmes jusqu'à ce que la Chine envahisse l'ensemble du territoire. Et ça, c'est l'ancien nom de la ville, quand elle était ville impériale, c'est-à-dire Chang'an, c'est-à-dire la paix éternelle. Et là, je me suis amusée parce qu'en chinois, on peut écrire verticalement et on peut écrire horizontalement. Il y a plusieurs sens de lecture. Et on voit des enseignes dans les boutiques et tout ça. Et on voit, dans quel sens, même dans le journal, on a plusieurs sens de lecture. Et donc là, je me suis amusée parce que Xi'an, on peut le lire comme ça à la verticale, mais on peut le lire comme ça à l'horizontale, en empruntant la calligraphie. Voilà, alors celui-ci est très, très, très coloré. Et alors à la fin, bon, ça parle beaucoup de... Ça, c'est des caractères anciens, donc je les ai fait un peu à l'ancienne, comme les plaques
les plaques qui sont au-dessus des temples, qui sont à fond noir, en bois noir peint. Et je parle de la destruction de la ville, en fait, de l'effacement de toute la ville ancienne. Et dans toute cette partie de la ville qui est décrite dans ce chapitre, je voyais sur les maisons le caractère chai, qui veut dire destruction. Donc il y avait un pochoir, comme moi j'utilise mes pochoirs aussi. Au pochoir, il y avait des ouvriers qui passaient et qui appliquaient ça sur un mur et qui signifiaient que la maison devait être détruite. Je l'ai vu aussi à Shanghai, dans les vieux quartiers, effectivement, et c'est surprenant pour les buildings. Oui, oui. Et quelquefois, moi j'ai vu, je me souviens, ça m'a marqué terriblement, d'une vieille dame qui était assise au bord de son lit, il n'y avait plus de porte parce qu'ils enlèvent tout, ils enlèvent les portes, ils enlèvent les fenêtres pour chasser les gens. Une très vieille dame, elle avait juste un tout petit réchaud, elle avait juste son lit, elle avait l'air complètement hagard, elle était là, parce qu'on propose aucune solution, on proposait aucune solution aux gens. Bon, alors il y a peut-être des endroits où ça se passe mieux, mais voilà. Et donc j'ai fait après des tas de variations calligraphiques. Déjà j'ai photographié, j'en ai photographié plein. Quelquefois c'est fait au pochoir, quelquefois c'était fait au pinceau. Donc je les photographie et après je les reproduis. Je les reproduis sur mon rouleau, donc avec cette accumulation. En plus je m'amuse à le transcrire dans des caractères très très anciens, comme on voyait sur les carapaces de tortues, dans l'Antiquité. Donc voilà. Et ça tu les trouves dans des dictionnaires en pareil aussi? Alors j'ai des dictionnaires de calligraphie en cherchant, effectivement, voilà. Voilà, en cherchant, il y a tous les styles, parce que bon, il y a 6 styles calligraphiques, en cherchant les différents styles de calligraphie. Donc j'ai vraiment le dictionnaire des calligraphes à très gros volume, dans lesquels on trouve à peu près tout. Et puis il y en a beaucoup, bon, tout cela, c'est moi qui les ai... Ça, c'était vraiment entouré comme ça, donc je l'ai photographié. Et puis je travaille après sur les documents que j'ai accumulés sur place, quoi. Et au-delà du visuel, comme tu es germanophone, sinophone et francophone, est-ce que tu as déjà fait des... complément de nom avec le mélange des 3 langues? Alors, des 3 langues, non. Enfin, 3 langues, oui. Français, allemand, anglais. D'accord. Oui, il y a eu une lecture au centre Pompidou, oui. Voilà. Et alors, ça a été la première et unique jusqu'à présent lecture à 3 voix, avec Camille Bloomfield, qui est franco-anglaise, qui lisait en anglais, et avec, j'ai oublié, une chanteuse autrichienne, d'origine autrichienne, qui a fait la partie en allemand. Et moi, je faisais la partie en français. Et donc, on était côte à côte. Et chacune disait un mot Alors, ça dépend. Il y avait des trios. Je pense que c'est disponible sur le site du Centre Pompidou. C'est une lecture qui a été vraiment conçue comme une polyphonie, au sens musical du terme. Donc, il y a des situations de solo, de duo, de trio. Et ça se termine par une chose qui m'intéresse beaucoup, que j'avais déjà travaillé dans Complément de nom, que j'ai appelé No Man's Land. C'est-à-dire ce moment où je travaille avec les mots qui ont voyagé, qui ont été empruntés, qui sont passés d'un pays à l'autre. Donc j'ai fait un long passage en allemand, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de mots. C'est très très intéressant à quel moment ça se situe dans l'histoire. Et donc les mots français empruntés par les Allemands, ça se situe à l'époque des Huguenots, au moment des guerres de religion. Quand les Huguenots sont partis, il y en a qui sont partis vers la Suisse, mais il y en a beaucoup qui sont allés à Berlin. Et ils ont apporté avec eux tout un vocabulaire. Le vocabulaire des jeux de société, un vocabulaire de l'artisanat, un vocabulaire... Donc on dit encore das Portemonnaie en allemand, par exemple, et tout le monde comprend. Enfin, il y a à Berlin die Chausseestraße, la rue de la chaussée, ce qui me paraît complètement absurde. Et on dit die bel étage, par exemple. Donc il y a plein de mots comme ça qui viennent des Huguenots. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que ce phénomène linguistique d'emprunt, le mot est déformé dans la langue d'arrivée. On lui attribue un article, on lui attribue un genre qu'il n'a pas. Bon, en allemand, il y a 3 genres. Il y a le masculin, le féminin, mais il y a aussi le neutre qui n'existe pas en français. Donc il y a des mots qui se retrouvent neutres. Et voilà, on ne sait pas par quel hasard. Et ça a été pareil avec la conquête anglo-normande, tous les mots anglais qui sont passés. Donc cette lecture à 3 voix se terminait par un trio où nous lisions toutes les mêmes mots, on enchaînait toutes les mêmes mots, mais avec les prononciations différentes. D'accord. Voilà. Donc la prononciation anglaise pour
bon, je n'ai pas d'exemple comme ça en date précis, mais je veux dire chacune avec l'accent allemand, l'accent anglais et puis le mot d'origine en français. Voilà. Mais toi, toute seule, faire une lecture seule avec 3 langues? Alors, je l'ai fait avec l'allemand. Oui, je le fais avec l'allemand. Je fais fréquemment de lire, par exemple, un autre texte comme La route de 5 pieds qui a été traduit par Ulrike Dresner. Je commence en français, par exemple, et je bascule sur l'allemand. Ça s'enchaîne. Voilà, ça s'enchaîne comme ça. Et c'est très curieux parce que je ne le connais pas par cœur en français, c'est en allemand que je le connais. Je sais à quel moment Tal, der Perpel, die Berge, unberührt, gleich, falten gleich. Et je le mémorise tout de suite en allemand, alors qu'en français, je n'ai jamais cherché à mémoriser, à lire par cœur. C'est assez drôle. Mais en même temps, si je lis par cœur, j'ai plus besoin de rouleau, donc c'est pas drôle. Voilà, alors pour terminer, je vais présenter ce rouleau brièvement. Alors celui-ci est dans un tissu jaune, et on va comprendre pourquoi il est jaune et rouge, avec son ruban rouge. Alors ce rouleau correspond à une commande du Festival de littérature de Berlin, du Festival international de poésie de Berlin, pardon, pas le Festival de littérature, Festival de poésie, et qui demande chaque année à un poète allemand ou étranger d'écrire un discours sur la poésie. Donc c'est quand même un exercice académique dans lequel je ne suis pas très à l'aise. Mais bon, j'ai accepté quand même en sachant que évidemment j'allais détourner cet aspect académique, et ça s'est donc transformé un petit peu en performance, ce que j'avais proposé et qui a été tout à fait accepté avant que j'écrive. Alors j'ai écrit le texte en allemand. Là, c'est un texte, c'est pas un texte poétique, donc c'est un texte en prose, voilà, qui explique des choses, mais d'une manière évidemment non, comme j'ai dit, quoi, non académique. Enfin, on peut attendre autre chose d'un discours sur la poésie. Hein. Et donc, je l'ai aussi inscrit sur un rouleau. Alors, c'est le plus long rouleau que j'ai réalisé, puisque celui-ci fait 17 mètres, puisqu'il fallait en fait que ça dure pendant 1 heure. Et die Zwischensprache, j'ai intitulé ça die Zwischensprache, c'est-à-dire en fait la langue, l'entrelangue, je dirais. C'est-à-dire écrire aussi dans une langue, puisque, bon, je suis tributaire vraiment à la langue allemande, déjà de complément de nom, puisque c'est issu de la langue allemande. La langue allemande a été très très importante depuis le début. Et donc, die Zwischensprache, c'est cette langue qu'on parle, qu'on lit, dans laquelle on écrit un peu, quoi, mais qui est une sorte d'entrelangue, quoi. C'est pas la langue maternelle. Et c'est quelque chose de très particulier parce qu'en même temps, je dis ou j'écris des choses en allemand que je n'écrirais pas en français. Parce que aussi, la langue a des spécificités et qu'on peut exploiter d'une autre manière qu'en français. Alors, j'ai conçu puisqu'on connaît depuis Benjamin le flâneur berlinois, évidemment. Et donc, j'ai beaucoup suivi ces flâneurs berlinois à travers la ville. Donc, j'ai conçu mon discours sur la poésie comme une promenade à travers Berlin. Donc on entre dans Berlin, donc la pancarte est jaune, c'est pour ça que c'était emballé dans un tissu jaune. Et j'ai fait 17 étapes, donc qui correspondent à 17 chapitres. Alors je vais... Bon, voilà, c'est nom de lieu Berlin, ou bien sinué à travers les langues. Voilà. Et donc là j'explique, en souvenir du flâneur de Berlin, j'ai conçu ce discours sur la poésie justement comme une promenade en regardant les très nombreuses inscriptions qui figuraient dans la ville. Alors bon, ça c'est par exemple la première chose, c'est le souvenir d'enfance, parce que donc c'est le panneau évidemment de sortie d'école, parce que j'avais reçu mon tout premier dictionnaire quand j'avais 6 ans, et c'était mon premier Larousse, et c'était la première année que ça sortait. Ma mère avait eu l'idée géniale de m'offrir ce dictionnaire. C'était un dictionnaire illustré, il y avait 1500 mots dedans, et puis des illustrations. Et donc moi je m'amusais, chaque soir c'était mon livre de chevet, et donc je passais d'un mot à l'autre. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui date vraiment, je dois beaucoup, ça date vraiment de cette époque, de combiner les mots entre eux, et de faire des sauts comme ça d'un mot à l'autre.
Et ça a été très très marquant pendant des années. Il est resté, j'ai toujours ce dictionnaire. Et en écrivant ça, je suis allée regarder. J'ai ressorti mon dictionnaire et je l'ai feuilleté comme ça. Et je suis tombée, donc dans ce vocabulaire de base pour des enfants, il y avait le mot sûr, et avec des cerises qui étaient dessinées. Les cerises sont sûres. Et plus aucun enfant, même un adulte, ne connaît le mot sûr. C'est absolument incroyable. Et ça vient en fait aussi de l'allemand Sauer. Donc il y avait un rapport avec l'allemand. Et j'étais stupéfaite de trouver ce mot et de me dire, bon, bah voilà, en bientôt 70 ans, un peu moins, voilà un mot qui a disparu de la langue. Les mots sont donc vraiment mortels, et on le voit à travers... donc voilà, c'est le genre de choses... alors là, je parle du faire, c'est les bateaux qui font la navette sur les lacs. Donc c'est ici le symbole du bateau qui fait la traversée. Donc il y a à chaque fois voilà, des panneaux de signalisation. Ça c'était pour la circulation, voilà, prendre une direction. Donc on retrouve des panneaux évidemment ça c'était le cul-de-sac. Voilà, là c'est... Je ne sais plus pourquoi il y avait ça. Mais enfin bon, c'est en rapport avec le texte à chaque fois. Où il donnait, voilà, sur par exemple, ça c'est signal sonore, donner un signal, ce qu'on voit dans la navigation fluviale, ça veut dire qu'il faut donner un coup de sirène, de trompe, voilà. Et donc là, c'était sur la publication orale, donner un signal sonore, quoi. Et comment ça a été reçu? Très très bien. Et c'était enregistré par la radio. Alors malheureusement, ça a été enregistré par la radio. Ça doit être encore disponible d'ailleurs sur le site de la Deutschland Radio. Mais évidemment, on n'a pas l'image dans ces cas-là. Et ça a été publié, ça a été traduit en anglais. Alors on m'a demandé dans quelle langue je voulais que ce soit traduit. J'avais le choix évidemment. Et bon, j'ai hésité entre le français, parce que c'était amusant de le faire traduire en français par un traducteur professionnel. Ça n'aurait pas été mal. Bon, et finalement, j'ai choisi l'anglais. Alors là, bon, j'avais fait une esquisse avant de chaque chapitre. Ils ont juste mis une petite vignette avec le... Mais on ne voit pas du tout, le rouleau n'est pas reproduit. Et bon, ça, c'est dommage. Voilà, donc ça, celui-là, c'est... Voilà, ça c'est l'espermuette. Bon, tout est en rapport à chaque fois avec le texte. Et puis j'ai joué ici, par exemple, avec ça parle de la déconstruction, donc on voit les effondrements de falaise, la falaise qui se déconstruit, mais ici c'est plus, ça sort du cadre, et ici c'est des fragments de lettres. Donc on retrouve un petit peu des obsessions en même temps. Ça c'est les points d'interrogation pour les... Voilà, ici c'est pareil, les travaux, donc il donne ses coups de pelle dans des lettres. Ici, le piéton sort du cadre et sort marcher, c'est le rapport voilà, pour mesurer le paysage, la mesure du paysage. Donc j'ai mis vraiment 2 mois à le faire, c'était un énorme... 17 mètres de long. Bon, je le déroule rapidement comme ça pour vous montrer, ça c'est le travail sur les X. Bon, il y a des tas de... À chaque fois, ça a une signification. Ça c'est pour l'écriture documentée, donc c'est le panneau d'information. Ce que j'appelle l'écriture documentée dans les voyages en Chine, c'est-à-dire de se fonder sur des poètes chinois, par exemple, anciens, qui ont traversé, refaire leur voyage, se fonder sur des documents d'époque, sur des documents contemporains. Donc c'est à chaque fois un gros travail de collecte. Voilà, je rapporte toujours énormément de livres qui dépassent largement le poids de... Voilà, alors ici c'est évidemment... La frontière, parce que... C'est Checkpoint Charlie ou... Voilà, c'est ce qu'on voit partout, oui, seule douane bien sûr. C'est la question de la traduction. J'avais fait un chapitre sur la traduction. Donc c'était le panneau de la frontière, et qu'on voyait effectivement... voilà. Et là j'ai parlé aussi pour l'allemand, donc j'ai mis le panneau douane en chinois. Et donc je m'amuse, voilà. Et puis ça, c'est sur le pont mobile. Et le pont mobile, c'est le nom que j'ai donné pour introduire le rouleau de lecture, puisque c'est un pont entre le spectateur, l'auditeur et la personne qui est l'auteur. Voilà. Et à la fin, je déroule jusqu'au bout, et donc on a la sortie de Berlin avec le trait rouge qui barre la pancarte, et donc c'est pourquoi il y a un ruban rouge au début qui serre le rouleau.
Alors Michel, en plus, effectivement, après complément de nom, on voulait parler des textes-objets qui ont donné aussi d'autres supports que le texte imprimé uniquement. Ou le texte sur rouleau. Sur rouleau, tout voilà. à fait. Oui, alors il y a une série de textes, il doit y en avoir 5 de fait, je crois, qui s'appellent Cortex Labyrinthe. Donc ce sont des textes en une seule phrase et qui en fait investissent un champ sémantique particulier. Et donc le premier s'appelle Au calibre du vide. Et il se trouve que je crois que le premier texte avait été écrit pour un projet initié par des plasticiens, par un groupe de plasticiens, et qui avait proposé de faire une exposition et un vernissage avec des actions. Et leur principe de fonctionnement était qu'ils se réunissaient dans l'atelier de l'un ou de l'autre régulièrement, et celui qui recevait proposait un support pour la peinture. Et ils étaient entrés en contact avec nous je pense que c'était par Philippe Drogoz et Elisabeth Carpentier, sa femme, qui était bibliothécaire et qui les connaissait, je crois. Et donc, on a hérité ce jour-là de tubes en carton, comme on voit les tubes pour les tissus, les rouleaux de tissu, par exemple, de grands tubes en carton. Et chaque plasticien est parti avec son tube en carton, et nous aussi avec un tube en carton. Et Louis a tout de suite pensé au bâton de pluie, ou à ces instruments qu'on remplit, on bouche de chaque côté, on remplit avec des graines diverses, et donc on l'incline plus ou moins vite, ça crée des rythmes, ça crée un son comme ça continu d'écoulement. Et moi avec mon tube, ce que j'ai vu le vide, le rond, puisque finalement ça avait une signification par rapport à ce que j'ai découvert dans mes études de chinois et qu'on trouve aussi dans le zen, c'est que le vide, il faut qu'il y ait le vide est créé par quelque chose qui est autour du vide. Et donc par exemple les bambous sont creux et ils sont toujours symbole du vide. Et donc j'ai écrit un texte qui s'appelle Au calibre du vide, et pour la lecture, je l'ai inscrit. Donc on a acheté une plaque de métal qu'on a rivetée. Enfin, je dis on, ça doit être Louis qui a posé des rivets. Et j'ai inscrit mon texte à l'intérieur. Et donc le texte, là c'est écrit assez petit. Et je tourne au fur et à mesure. Et donc cette longue phrase se déroule. Et il est d'abord écrit à l'intérieur. Et quand j'ai lu l'intégralité de toutes les lignes, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lignes comme ça. Après ici, là, je me suis mis une petite flèche et je passe là. Et donc, ça fait un peu comme un ruban de Möbius et je continue ici à lire dans ce sens-là. Donc, pendant ce temps, Louis jouait avec ses instruments qu'il avait remplis. Alors après, bon, il avait... finalement, il s'est servi de la métaphore il avait ajouté d'autres instruments, mais qui faisaient ce même type de son. Voilà. Donc ça, c'est le premier Au calibre du vide. Et il y en a eu un autre où j'ai voulu faire une vanité, parce que j'aime beaucoup la thématique des vanités. Donc dans les vanités, il y a toujours plus ou moins la présence d'un crâne ou bien une image déformée, mais il y a toujours quelque chose qui représente le crâne. Et donc j'ai écrit un texte qui est aussi un cortex labyrinthe, et j'ai acheté un crâne qui sert dans les écoles de médecine pour l'anatomie, et donc j'ai fixé mon texte à l'intérieur. Et donc je rentre avec le crâne comme ça, comme dans une vanité. Je porte le crâne, je l'ouvre, et à ce moment-là, je lis le texte. Voilà. Il faut que je mette des lunettes. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas lu, évidemment. Mais c'était voilà, pétri de la jactance par laquelle se manifeste avec une certaine emphase l'abus de toutes les déclamatoires dont résonne la boîte osseuse lorsque se desserrent les dents, selon l'engrenage sans fin des rotations méningées, etc. Et ça se termine du continuum verbal dont les combinaisons d'effets n'existent qu'à l'état virtuel et se confondent dans la nature morte d'une vanité. Voilà. Et donc c'est aussi une seule phrase. Alors ça, ce sont des petits objets dont je m'en sers pas forcément très très souvent, mais il y a à un moment donné dans mon esprit une adéquation entre le texte et puis le fait de le porter sur scène, d'avoir quelque chose comme ça
qui le singularise, enfin, qui correspond vraiment à l'idée, parce que c'est tout à fait l'idée de la vanité, quoi. Et ça parle de ça, de la vanité de la langue, finalement, de ce qu'on veut, de l'usage que l'on fait de la langue. Alors après, selon la structure du texte, en fait, j'ai imaginé des supports qui soient différents et qui soient vraiment en rapport avec la nature, avec la structure du texte. Donc on a vu déjà les rouleaux pour ce flux continu du poème infini. Donc le rouleau se justifie dans sa continuité. Et puis il y a des textes qui sont des successions de textes indépendants, mais qui se lisent dans la continuité. Alors, je pense notamment à un travail que j'ai appelé Paysage emprunté, qui est un travail sur le mont Fuji, le mont Ventoux et le mont Fuji. Alors en fait, c'est parti, puisque là où j'habite, je vois régulièrement le mont Ventoux, qui n'est pas très loin. Et avec lui, on l'appelait toujours le Fujitien. Aujourd'hui, on voit le Fujitien. Aujourd'hui, le Fuji voilà, on s'amusait comme ça. Mais ce qui était intéressant par rapport à ce mont mythique, c'est que Pétrarque a écrit une lettre sur son ascension au mont Ventoux, et qui est... pour l'Occident, le premier texte sur le paysage. Donc c'était d'autant plus important d'avoir ce repère. Et donc j'ai eu l'envie, comme on s'amusait à l'appeler toujours Fuji, d'aller faire des photos du mont Ventoux à la façon des auteurs d'estampes japonais qui ont travaillé sur le Fuji, comme Hokusai. Et Hokusai a fait les 36 vues du mont Fuji. Et je me suis dit, tiens, je vais faire 36 vues du mont Ventoux. Et on a parcouru, on allait régulièrement, puisque bon, ça fait pas très loin d'ici, on allait régulièrement et chercher des points de vue différents, avoir un premier plan, parce que c'est ça qui est intéressant chez Hokusai, c'est qu'il a un premier plan de vie quotidienne, et c'est à l'arrière-plan, il faut même le chercher quelquefois, on cherche où se trouve le mont Fuji. Bon, il est dans le creux d'une vague, ça c'est l'estampe la plus célèbre et finalement la plus visible, hein. On a cette barque qui est chahutée par une énorme vague, et on voit le monde dans le creux de la vague, ou bien il y a des artisans qui sont en train d'installer une charpente, et au loin, entre les bois de la charpente, on aperçoit le mont Fuji. Et donc c'était dans cet esprit-là que j'ai cherché à photographier. Donc j'ai fait une série de photos, et une fois qu'on a terminé la série de photos, on a eu envie de revoir le mont Fuji. Donc on est parti l'année suivante. J'ai fait le Ventoux comme ça, durant plusieurs mois, on y allait de temps en temps, en 2009. Et en 2010, on est reparti au Japon. Et là, on a circulé tout autour du mont Fuji. Et finalement, je pouvais difficilement travailler, parce que évidemment, c'est un mont sacré, tellement mythique au Japon. Il y a énormément de photographes qui ont refait des photos. Il y a des gens qui ont recherché les emplacements où était Hokusai et qui ont fait une photo à partir du même emplacement. Donc, le thème avait été déjà très travaillé. Alors donc, j'ai travaillé sur autre chose finalement, parce qu'en plus le mont Fuji n'est pas tellement visible, il est très très souvent dans les nuages. J'ai travaillé sur les représentations du mont Fuji. C'est-à-dire, on les a sur des gâteaux, enfin, il y a une multitude vraiment de produits dérivés, disons. Enfin, je veux dire, ils sont partout. Ils sont sur des lampadaires. Il est sur des lampadaires. Et puis il y a des choses très très intéressantes, comme les Fujizuka par exemple, qui sont des amoncellements de pierres qui viennent souvent du cratère du Fuji, qui sont en forme de Fuji. Et comme c'était un mont sacré qui servait de lieu de pèlerinage, il y avait tous les gens qui ne pouvaient pas faire le véritable pèlerinage, parce que c'est assez difficile de monter au sommet. Nous, on l'a fait en 1989, le Fuji. Je veux dire, c'est quand même une montée un peu, on arrive à 3800, donc je veux dire, il faut un peu d'entraînement. Donc déjà, à l'époque où c'était vraiment la montagne sacrée, les femmes n'avaient pas le droit d'y aller, évidemment. Mais donc, on leur a créé des Fujizuka, c'est-à-dire que des choses qui font 1,50 m de haut, 2 mètres, 3 mètres, mais guère plus. Et elles faisaient un simili de pèlerinage. Et donc, il y en avait au bord du Pacifique, par exemple, pour les marins qui accostaient, qui avaient pas le temps d'entrer dans les terres et d'aller au mont Fuji. Et il y avait toujours le mont Fuji à l'arrière-plan, parce qu'il n'est pas très loin du Pacifique. Et donc, il y avait comme ça...
Bon, plein de choses à découvrir et j'ai photographié plein de Fujizuka donc, qui font partie des représentations. Et puis quand je suis rentrée, j'ai aussi eu cette notion empruntée à l'art des jardins japonais et qui vient d'ailleurs de la Chine, qui s'appelle le paysage emprunté. Le paysage emprunté dans l'art des jardins, c'est de concevoir un jardin dans lequel on intègre quelque chose de remarquable qui est à l'arrière-plan, mais qui n'est pas dans l'enceinte même du jardin. Alors ça peut être une pagode qui s'élève au loin sur une colline que l'on voit, ça peut être une colline particulière, bon, on voit ça à Kyoto aussi avec la colline sur laquelle il y a le grand caractère Ta, grand, qui est écrit. Donc c'est une notion très, très intéressante. Et donc j'ai conçu toute une chose qui s'appelle paysage emprunté, Jeijing, comme ça, et qui s'intitule du Mont Ventoux au Mont Fuji. Et c'est quelque chose que je présente en performance, donc avec des images et avec des textes où je raconte. Alors il se trouve qu'en 2009, à un moment donné, j'ai vu par exemple que le Tour de France passait à aller faire l'ascension du Mont Ventoux. Donc j'ai absolument voulu faire une photo avec le passage du Tour de France et avoir l'arrière-plan du Mont Ventoux. Donc on est allé faire du repérage avec lui, on avait regardé le circuit qui était donné à l'avance évidemment. Et bon, la plupart des gens, ça je m'en suis aperçu après, la plupart des gens qui vont arrivent la veille. Donc ça on avait prévu, on était arrivé la veille, mais j'avais vu quelque chose, la descente du col des Abeilles, et là j'avais un beau point de vue. Donc j'avais vu, il y avait un fossé, j'allais me mettre au ras dans le fossé, voilà, pour avoir la photo des cyclistes comme ça, une contre-plongée, avoir le Ventoux derrière. J'étais très contente et on s'installe dans la voiture, on passe la nuit dans la voiture comme ça, bon, pas très confortable, mais on voulait absolument être là. Et j'étais stupéfaite, on pensait être entouré de camping-cars et de tas de gens et on était tout seul. Et le lendemain, bon, le Tour de France, on a vu effectivement la caravane passer. Moi, j'étais dans mon fossé, j'attendais les cyclistes. Et les cyclistes ont déboulé à toute allure. Bon, j'avais tout préparé avec mon appareil photo, évidemment, pour prendre à grande vitesse. J'ai photographié, je ne comprenais pas du tout pourquoi il n'y avait personne. Et j'ai compris en repartant, parce qu'on est tombé dans des embouteillages, c'est que tous les gens, dans le cyclisme, ce qui est intéressant, c'est la montée et pas la descente. Et ça, pour moi, c'était amusant. Parce que finalement, on avait passé toute une nuit, on s'était... et que c'était... Mais j'ai eu ma photo et qui était réussie, quoi. Je veux dire, donc, qui est projetée pendant... Alors, elle est projetée. Et donc, il y a un petit peu ce que je pratique souvent quand il y a des projections comme ça dans des textes de paysage, c'est qu'il y a aussi... il y a le hors-champ, il y a la photo qu'on voit, et le texte parle souvent du hors-champ. Et donc, il y a 36 vues. Et donc, quand je déroule, ben, c'est pareil, on voit les titres par exemple. Là, ça veut dire c'est Shakkei, paysage emprunté. Et après, il y a ce qui s'adresse au public, qui est donc dans son sens de lecture, et ce que j'ai moi. Alors, donc, c'est une sorte de leporello que je déroule comme ça au fur et à mesure. Voilà, prologue entre date et une étape où j'explique le projet. Et pourquoi la forme du leporello ? Pardon ? Pourquoi la forme de leporello ? Alors, eh bien parce que dans le leporello, il y a ce pliage qui fait... C'est différent du rouleau. Le rouleau, il y a réellement la continuité. Ici, comme on a le pliage, on a une coupure. Et donc, comme ce sont des textes qui sont indépendants les uns des autres, à la limite, je peux en sauter quelques-uns, en lire d'autres. Je peux sélectionner, je ne suis pas obligée de lire l'intégrale. Mais je trouve important d'avoir cette coupure. Et donc, c'est pourquoi il y a cette page qui n'est pas blanche, puisque là, c'est vert. Voilà. Et après, il y a 36 vues qui sont les vues du mont Fuji. Et elles sont numérotées, donc le numéro est pour le public. Pour le public, voilà. Et tu l'as fait en vert. Voilà, j'ai fait en vert parce que c'était un texte sur le paysage. Je choisis toujours des... Bon, surtout, c'est basique, ça, c'était pas... Mais c'est plutôt pour donner des couleurs différentes. Alors, ça, ce sont les leporello. Il y en a quelques-uns. Il y en avait un autre que j'avais fait à partir de La Main Chaude, mais je l'avais fait après la mort de Bernard Haitink. Il y avait eu un hommage qui avait été rendu à la Maison de la Poésie. Et avec Bernard, on avait fondé une association qui s'appelait Dixit. Donc, j'ai repris en fait le texte de la Main Chaude, qui était la pièce à conjuguer, qui est écrite seulement avec des verbes. Et c'est un de mes premiers textes que j'ai écrit en 72-73. Et quand Bernard Haitink m'avait invité à lire avec les poètes sonores en 1975 chez Annick Lemoine, 78, je crois, chez Annick Lemoine,
j'avais lu ce texte-là. Donc c'était un hommage aussi, puisque c'était la première invitation à lire avec les poètes sonores. Alors donc, il y a une continuité avec en même temps des textes séparés, voilà, qui traitent du même sujet, qui montrent une progression, mais ce n'est pas la progression du rouleau. Et alors après, il y a ce que j'appelle les liasses. Alors les liasses, eh bien, ce sont des œuvres ouvertes. Alors ici, la boîte est rouge, parce que c'est le travail sur la lettre X et sur le chiasme. Et la lettre X, c'est l'interdit. Et dans les panneaux de signalisation, l'interdit, ce sont les panneaux avec du rouge. Donc c'est pour ça que c'est rouge. Donc la feuille est rouge et c'est imprimé. Voilà. Alors cette œuvre, je travaille là-dessus depuis 1994. Donc je collectionne à la fois des images de forme en X, donc dans la rue, des échafaudages, n'importe quoi, hein, des formes en X. Je collectionne les chiasmes, qui est une figure de rhétorique A, B, B, A. Chiasme, c'est le chiasma de l'œil, c'est le croisement des bandelettes optiques, c'est ce qui permet la vision binoculaire. Donc ça renvoie, c'est l'image et c'est la figure de rhétorique. Et je collectionne toutes les occurrences de la lettre X que je trouve. Voilà. Alors j'ai un concurrent absolument terrible, parce qu'on est deux à être passionnés par la lettre X. Je me propose de lui faire une lettre, c'est Elon Musk. Parce qu'Elon Musk est un obsédé. Avant de créer PayPal, ça s'appelait X, ce qu'il a fait. Twitter, quand il a racheté Twitter, il l'a baptisé X. Et tu sais pourquoi, et chercher, eh ben, oui, il a un rapport très précis à la lettre X pour quelque chose, je crois, qui a été un échec, quelque chose dans sa vie, et donc il le met partout. Il a une marque de voiture où il a aussi la plus, je ne sais plus comment ça s'appelle ces voitures. Mais Tesla, oui, c'est ça. Il a un modèle X aussi dans Tesla. Il a créé X-Space. Voilà. SpaceX. Voilà, ou SpaceX, oui. Donc il a une présence de l'X, donc je me propose quand même de lui écrire un jour pour savoir, parce qu'on est deux obsédés de la lettre X, et ça fait beaucoup sur Terre, parce qu'il a un concurrent sérieux, parce qu'il a beaucoup plus de moyens que moi. Alors donc évidemment j'étais obligée de l'intégrer, et quand il a changé le nom de Twitter, je me suis dit, bon, est-ce que je continue quand même avec mes collections, avec l'X, parce que peut-être qu'il faut aussi, il faut être raisonnable. Donc là, à chaque fois, bon, bah, j'ai soit des citations, enfin j'ai des choses très très diverses qui regroupent, par exemple les jambes en X se touchent à hauteur des genoux, ce qui est considéré comme fort disgracieux. Donc il y a des tas de... Alors la marque de vêtements X, qui s'écrit IKKS, hein, qui est un X déguisé, et surtout ce qui s'est produit dans mes investigations, c'est que je me suis aperçue que moi j'étais la génération des baby boomers, mais il y a eu la génération X, bien sûr, et la génération X, elle avait son ode à la génération X, c'était Smells Like Teen Spirit de Kurt Cobain et du groupe Nirvana. Et donc là, ça a déclenché absolument quelque chose. Et j'ai vraiment fait des recherches, et dans tous les domaines, on trouve X. Et cette génération X, enfin, elle a multiplié les occurrences de l'X. C'est très, très intéressant, parce qu'on touche finalement à tous les domaines de la société. Et donc, d'un seul coup, je suis arrivée au rock, je suis arrivée à quelque chose de dramatique, et cette chanson est absolument extraordinaire, Smells Like Teen Spirit. Et donc je termine toujours mes performances par ça, et donc je déconstruis le texte, c'est-à-dire que j'installe, quand j'arrive en scène, j'arrive soit avec la boîte ou bien avec la liasse dans un furoshiki, et j'installe sur le sol un grand tissu noir, et au fur et à mesure de la lecture, je déconstruis littéralement le texte. Bon, dans un rouleau, le texte il est déroulé, mais on voit bien qu'on peut le réenrouler. Là, les feuilles sont dans le désordre, parce qu'il y a eu un assemblage qui a été fait pour une lecture spécifique. On est dans une chose unique, et alors quelquefois, bon, bah, je lis 20 minutes, quelquefois je lis 3/4 d'heure, donc la durée est variable. Il y a des choses que je ne lis plus, parce que depuis 1994 et depuis que j'accumule, je ne peux pas tout lire de toute façon, c'est trop énorme. Et il y a des choses qui m'intéressent moins. Il y a des nouveaux X qui apparaissent. Il y en a que je trouve, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des choses qui sont tragiques, par exemple. Les dossiers classés X également. Hein ? Les dossiers classés X. Bien sûr, les dossiers classés X. Voilà. Et donc, on a des choses. On avait le groupe Morange, par exemple, avec des résistants.
qui avaient tous pour nom de code X, X1, X2, X3, donc et le X, je ne sais plus si c'était le X1 ou je ne sais pas quoi, a été fusillé par la Gestapo. Donc d'un seul coup, on a des choses qui nous font monter en tension, qui deviennent dramatiques. Hein, on a des choses où on bascule presque dans le burlesque, et puis on a des choses qui sont vraiment en prise avec l'histoire. Il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale des tas, il y a eu une corvette avec des tiennes d'or, il y a eu enfin des tas de choses, la Force X, il y avait donc ça a été très très présent, et je trouve beaucoup de choses dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a donc une réelle, dans l'assemblage, dans le mode d'assemblage, hein, le montage, comme je dis, par référence à l'électroacoustique, on peut créer une tension dans le montage, justement en choisissant ces séquences et en basculant d'un seul coup dans quelque chose de la 24e lettre de l'alphabet, on arrive à la résistance, on arrive à la Gestapo, on arrive à tout ça, quoi. Et donc c'est ce qui m'intéresse à travers une lettre comme ça. Bon, il y a le X dans la pornographie, il y a le classé X, il y a les films classés X, etc. Il y a le X, bon, j'ai failli en acheter un, je ne pouvais pas le déplacer, mais j'ai trouvé dans une brocante, par exemple, puisque je collectionne les X, j'ai des portes, j'ai des choses comme ça avec des X qui étaient relativement faciles à déplacer. Mais il y avait un X chez les sadomaso, c'est une forme, là c'est la croix de Saint-André, qu'on appelle la croix de Saint-André, et donc avec des attaches pour les poignets, des attaches pour les pieds, et donc il y avait ça qui avait été récupéré dans une brocante à Montpellier, et je ne pouvais pas la transporter. C'était terrible quand j'y suis retournée. Bon, j'aurais dû la faire mettre de côté, mais j'ai eu un moment d'hésitation. Il fallait une vraie camionnette, grosse camionnette pour transporter ça parce que c'était très grand. Mais je veux dire, donc ça investit tous les domaines. On trouve ça dans le porno, on trouve ça partout, quoi. Voilà. Oui, je regrette un peu de ne pas l'avoir. Bon, je pourrais sans doute en trouver une ailleurs, mais voilà, bref. Donc, on a là des textes qu'on déconstruit. Et il y a un autre type de déconstruction, c'est avec les portraits robots. Alors, les portraits robots, les premiers, j'ai dû les écrire vers 80-82, quelque chose comme ça. Ça avait fait l'objet d'une bibliothèque oulipienne. Finalement, je pense que c'est issu du travail sur complément de nom. Quand je cherche dans les dictionnaires les occurrences, les enchaînements qui sont lexicalisés, hein, je cherchais les compléments de nom qui étaient... donc je lisais par exemple sur la tête ou sur le pied, bon, pied de table par exemple, un pied de table, ou pied d'un fauteuil. Et donc j'ai réutilisé ça dans complément de nom, et puis je me servais du mot pied, ou par exemple bouche avec bouche d'égout, et puis pour d'un seul coup la lèvre de la bouche, bon ça on comprend, puis c'est de la bouche d'égout, donc on ne sait plus où on en est. Et donc à jouer sur toutes ces expressions figées qui sont lexicalisées, j'ai eu l'idée de créer des portraits robots, et que j'ai appelé tout de suite à la manière d'Archimboldo et de Nicolas de Larmessin. Alors Archimboldo, il est très connu évidemment, c'est lui qui a fait ses visages. Il a fait les saisons, il a fait des visages avec par exemple des légumes, hein, avec le nez, bon, pour une carotte, je sais pas quoi, enfin il a fait un chou, et donc les visages sont composés entièrement comme ça d'objets assemblés. Et Nicolas de Larmessin était un graveur du XVIIe siècle, je crois, et lui il a fait des gravures de métier où on voit les personnages en pied, et à chaque fois ils sont assemblés aussi avec tous les outils de leur métier, du métier de l'époque. Et donc, j'ai voulu faire la même chose, mais avec les expressions. Alors, voilà comment se présente un portrait robot. Là c'est alors ça a été écrit plus tard, ça a dû être écrit en 2012 ou 2013. 2013, je crois, quand Marseille était capitale européenne de la culture. J'avais été invitée à participer à un projet. Et donc j'ai conçu des textes à languettes. Alors ce portrait robot, par exemple, toutes les languettes sont rouges, ici, donc le public voit ça inséré, il voit juste la couleur, il n'y a aucun texte qui est inscrit. Et donc j'énonce le titre du portrait robot, donc ça s'appelait « Les Marseillais peu chers », et ça c'est le portrait robot « Le Rouget de Lille ». Alors, moi le texte est inscrit à l'intérieur. Donc il y a le titre « Le Rouget de Lille », je fais tomber ma languette. Enfant de la patrie, front de l'onde, yeux de merlan frit, pupille de la nation, au nez et à la barbe, dents de la mer, à la nage, que le bouche d'eau, suspendue aux lèvres,
couteau sous la gorge, sang impur, corps mort. Voilà, donc le texte s'était construit. Et là, c'est la même chose. Je mets sur le sol un grand tapis noir. Donc c'est très joli parce que là, quand je fais une lecture qui dure un peu longtemps, là, toutes les languettes sont de couleurs différentes. J'essaye de trouver des languettes qui sont en rapport avec des couleurs qui sont en rapport un petit peu avec le contenu du texte. Et donc, là, je cherche à avoir un peu une couleur signifiante, soit qui rappelle, comme dans les rouleaux, évidemment, avec les panneaux de signalisation, les couleurs rappellent quelque chose qu'on voit comme ça inscrit dans le paysage. Et alors, par exemple, je ne sais pas si je dois l'avoir ici, je pense que ça doit être celui-ci. Non, c'est pas là, c'est peut-être la dernière, celle qui termine le texte qui est publié chez Aldante. Mais je ne sais pas, là c'était pour des lectures, alors c'est peut-être un peu dans le désordre. Mais voilà le principe, ce sont ces languettes et on déconstruit le texte avec cette idée, comme pour les X, eh bien voilà, j'ai du matériau et comment j'assemble, comment je fais le montage. Donc je peux inventer des personnages. Bon là moi j'ai choisi à chaque fois, pour chaque série, des personnages qui étaient emblématiques d'une ville ou d'un pays. Puisque pour le Japon, par exemple, la série, c'est peut-être ça, la série se termine sur Miss Fukushima. Par exemple, dans Marseille, il y avait 13 vers. Voilà Miss Fukushima, par exemple. Donc Miss Fukushima, j'ai repris les deux couleurs, le noir et le jaune, qui sont les couleurs du signe antinucléaire qu'ont les écologistes. Enfin, pas les écologistes, les antinucléaires. Les antinucléaires, voilà. Donc alors, né sous X, physique nucléaire, masse atomique, bombe sexuelle, passe à la radio, activité débordante, exposition permanente, prend la fuite, irradie de bonheur à forte dose. Voilà. Et donc après, on se retrouve. Donc j'ai des textes aussi, par exemple, dans lesquels j'éparpille des lettres aussi. Et alors quelquefois j'ai des lettres plus grosses qui sont en doré, notamment pour un texte qui est la lettre AS, qui faisait partie du projet des lettres aux jeunes poétesses. Et donc en lançant tout un fouillis de lettres de toutes les couleurs, en bois, de toutes les tailles, j'ai juste des lettres dorées. Et en les envoyant, j'écris le mot poétesse. Parmi les autres lettres. Parmi les autres lettres qui vient comme ça, qui se détachent parce que les lettres sont plus grosses, elles sont dorées, elles ont une autre... Et donc, on est toujours dans cette idée de l'éparpillement en même temps et de pouvoir écrire autre chose à partir de ce matériau qui est là, déposé sur le sol. Voilà, c'est à peu près les différents supports que j'utilise. Bon, avec des petites choses aussi. J'ai pas retrouvé un carnet par exemple, avec un texte qui nous servait d'introduction à Louis avec Louis quand on faisait des performances ensemble, et qui était des bruits sur la tourne, parce qu'il avait fait une musique à partir de bruits avec l'annuaire, à partir aussi, on avait fait un pré-enregistrement avec des papiers tout à fait différents, c'est-à-dire quand on tourne les pages d'un livre dans la collection de la Pléiade, par exemple, quand on feuillette un annuaire, quand on feuillette un dictionnaire, on a des sons différents parce que ce sont des qualités de papier différentes, des grammages de papier différents, etc. Et donc on avait fait 2 bandes magnétiques comme ça, à partir d'enregistrements et de mixages qui ont été faits avec des bandes. Et donc il faisait une performance comme ça. Et moi j'avais fait un petit texte tourné avec toutes les occurrences justement du verbe tourner, tourner la page, tourner les talons, etc. Et donc il y avait une phrase écrite par page de ce carnet blanc et que je tournais comme ça. Et ça servait d'introduction, de liaison entre 2 pièces, par exemple. Donc c'était un support de texte qui était aussi adapté au moment. Donc il y a eu bon, là j'ai donné quelques exemples, mais il y a sûrement d'autres choses que j'ai peut-être aussi oubliées. Voilà, en 50 ans de lecture publique, c'est possible que j'en ai qui restent dans des coins. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas retrouvé non plus, qui est un texte lu d'après les signaux à bras. Alors en fait, mon texte était collé sur le sol et mon texte était dessiné
selon les signaux à bras. Alors les signaux à bras, hein, on a deux drapeaux comme ça. Alors moi, j'avais pas pris des drapeaux, j'avais pris je les avais faits ils étaient en bois finalement, enfin, ou en contreplaqué peint, mais ils représentaient le carré jaune avec un rond noir au milieu qui sert donc à faire les signaux de départ, etc., les signaux de fin. Et je jouais ce texte en public. Et le texte, la lecture du texte elle-même était préenregistrée, et donc on diffusait la bande, et moi je faisais la lecture du texte comme ça sur scène. Bon là c'était vraiment physique, pour les épaules c'était dur, il fallait s'entraîner, mais voilà, c'était aussi un autre type de texte avec la partition collée sur le sol, et moi je regardais comme ça et je reproduisais le signe. Merci Michel. Merci.